Cet épisode fait partie d'une série de réflexions sur les normes de beauté. Si la beauté était une affaire de goût personnel, pourquoi la plupart d'entre nous cherchent-ils à se conformer? Nous intégrons souvent une chose: notre corps, tel qu'il est, ne suffit jamais. Les normes changent. Selon les périodes et les milieux, certains idéaux corporels ont été valorisés avant d'être remplacés ou concurrencés par d'autres. Hier, on voulait des formes, puis des corps maigres, puis l'ultra-maigreur, ensuite le retour des formes, aujourd'hui, des corps artificiels fabriqués pour les réseaux sociaux. Alors une question simple se pose: si la beauté change tout le temps, qui décide de ce qui est beau? Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire comment être belle, je vais vous montrer comment certaines normes s'imposent à votre corps. Des normes qui disent ce qu'il faudrait valoriser, corriger ou transformer. Pas parce que votre corps est insuffisant, mais parce que ces normes servent autre chose que votre liberté. Dans l'histoire, certaines normes ont servi à organiser les hiérarchies, à produire de la distinction ou à maintenir un ordre social donné. Toutes les normes ne sont pas des prisons, mais toutes méritent d'être questionnées. On dit souvent que la beauté est une affaire de goût. Mais est-ce vraiment le cas? Si tout n'était qu'affaire de préférence personnelle, on ne retrouverait pas les mêmes critères d'une culture à l'autre. Or, malgré les différences, on observe des convergences étonnantes. La biologie joue un rôle, pas tout, mais quelque chose. Dans de nombreuses cultures, certains critères reviennent. Un corps plein de vie qui respire la santé. Un visage relativement équilibré. Des traits associés à la fertilité ou à la capacité de survie. Ces signaux ne sont pas appris, ils sont perçus. Ils parlent à notre instinct, bien avant que nous ayons le temps de réfléchir. Mais la beauté ne se résume jamais à ça. Une personne peut correspondre à tous les critères physiques et perdre toute aura par son comportement. Et à l'inverse, quelqu'un qui n'entre pas dans les canons peut devenir beau par sa présence, son attitude, son énergie. Alors si la biologie ne suffit pas, qu'est-ce qui façonne vraiment nos critères? Il y a une autre force qui façonne la beauté: la société. Les normes de beauté ne sont pas seulement perçues, elles sont aussi construites socialement. Pas par la contrainte, mais par la répétition. Une image revient, puis encore, puis partout. À force de la voir, on finit par croire qu'elle est normale, évidente. Et tout ce qui s'en écarte commence à paraître étrange, voire inacceptable. Ce n'est pas un complot, c'est un glissement lent. Et quand une norme est là depuis assez longtemps, les générations suivantes naissent déjà dedans, sans même penser à les questionner. Mais une norme de beauté n'est pas forcément bonne pour celles qui la subissent. L'histoire nous donne des exemples très concrets. Dans l'Angleterre victorienne, le corset était présenté comme un symbole de beauté. En réalité, il empêchait de respirer, il empêchait de bouger, et il empêchait de vivre librement. Simone de Beauvoir écrit dans Le Deuxième Sexe que le corset servait moins à embellir qu'à augmenter l'impuissance. Le corset n'était pas un simple vêtement, c'était une contrainte déguisée en élégance. Et ce qui est troublant, c'est la manière dont cette contrainte s'est imposée. Elle semblait venir des femmes elles-mêmes, non par naïveté, mais parce qu'une norme durable finit toujours par être intériorisée. Des mères qui cousaient, des magazines qui conseillaient.
Avec le temps, ces normes ont été intégrées, reprises et parfois même valorisées. Dans les sociétés où les structures de pouvoir étaient majoritairement masculines, certaines normes ont été plus facilement valorisées que d'autres. Celles qui limitaient les femmes, celles qui maintenaient l'ordre. Une norme qui paraît naturelle est souvent une norme qui a gagné et que le pouvoir tolère. Mais le pouvoir ne s'exerce pas toujours par la contrainte, parfois par la distinction. Dans l'Europe aristocratique, la beauté ne servait pas qu'à séduire, elle servait à se distinguer. Perruque pour montrer qu'on ne travaille pas, peau blanche pour prouver qu'on ne s'expose pas au soleil, maquillage pour effacer les marques du labeur. Le corps devenait un signe social, un marqueur de richesse. Dire je suis beau dans certains contextes sociaux revenait surtout à dire je ne vis pas comme vous, je ne travaille pas comme vous, je n'appartiens pas au même monde. Toutes les normes de beauté ne sont pas des prisons. C'est là que la réflexion doit rester juste. Certaines sont des traditions. Elles ornent sans contraindre. Elles transmettent une histoire, une identité, une joie collective. La différence est simple. Une norme devient toxique lorsqu'elle fait croire que ton corps ne suffit pas. Alors, pose-toi toujours la même question. Est-ce que cette norme m'enferme ou est-ce qu'elle me relie ?